Merci beaucoup. J'espère que c'est ok, je m'assois, c'est plus sympa. Comme ça fait genre, et je pense que ça incite tout le monde à s'asseoir. Ça fait plus cycle de discussion que conférence. Même si je le dis, j'ai un texte écrit parce que je ne sais pas improviser. Voilà. Et donc, je vais faire attention que ce soit pas trop formel, mais quand même un peu. D'accord? Donc, je m'en excuse d'avance. Alors, d'abord, je veux dire que j'étais très très content d'être ici. Et en fait, moi, j'avais pensé à faire un peu une réflexion sur nous, sur ce que nous sommes, c'est-à-dire à la manière dont nous nous constituons ici comme sujet politique. Il s'agit pour moi qu'on réfléchisse ensemble sur la façon même, dans l'air ce que nous constituons comme sujet dissident, comme sujet en lutte, nous pouvons être pris malgré nous dans des formes qui exercent des effets de pouvoir. Alors la réflexion sur nos modes d'action, sur l'intervention, pour moi, elle est très importante aujourd'hui. Il me semble en effet que si on devait caractériser la situation contemporaine, j'utiliserais le concept d'impuissance. Depuis plusieurs mois et peut-être même plusieurs années, dans presque tous les domaines, les États mettent en place des mesures guidées par des logiques dangereuses, nocives et non éthiques. Et pourtant, nous avons du mal à les combattre, à orienter les gouvernements vers des solutions plus acceptables. Les exemples ne manquent pas, que ce soit la gestion autoritaire de la dette des États européens, notamment en Grèce, la crise de l'accueil des migrants, la restauration de formes camps, de murs, de frontières en Europe, la mise en place de programmes de surveillance à l'échelle internationale, le contrôle d'Internet, l'état d'urgence, et puis aujourd'hui évidemment la loi travail. Alors évidemment il n'y a rien de très surprenant à ce que les États soient animés par des logiques contre lesquelles nous nous battons. Mais depuis plusieurs années, ce qui se développe, c'est notre incapacité à changer les choses. Nous nous battons, nous nous mobilisons, nous pétitionnons, et cela débouche de moins en moins sur des transformations effectives. Alors cette situation implique selon moi qu'aujourd'hui, faire l'expérience de la politique, c'est faire l'expérience de l'impuissance. Alors à mon avis, cette idée-là, je ne sais pas si on m'entend bien avec la musique et tout, ouais, ça va? On entend rien du tout. Comme ça, c'est mieux? Ok. Et comme ça, c'est bien? Ah, pardon, ça fait un peu... Enfin... Ok. L'expérience de la puissance? Ok. Voilà. Alors, cette situation implique que, selon moi, nous devons aujourd'hui nous situer dans un moment de réflexivité intense et sans concession. Nous devons analyser très honnêtement nos modes d'action si nous voulons échapper à notre impuissance. Et peut-être Nuit debout devrait-il être d'ailleurs le temps et l'espace de cette réflexion, qui devrait porter en quelque sorte moins sur les objectifs, sur les demandes, que sur les moyens et les manières d'agir et de protester. En quelque sorte, il s'agirait moins d'un mouvement social qu'un temps mort, qu'une suspension du temps du mouvement social, un lieu et un moment de recul où nous prenons un recul et un écart par rapport à nos habitudes pour essayer d'agir autrement et d'élaborer autrement l'action collective. C'est une belle idée d'arrêter le temps, de suspendre le mouvement, un peu d'écart pour réfléchir sur notre sol. C'est même indispensable, sinon nous prenons le risque d'être pris dans des cadres qui vont s'imposer à nous malgré nous et qui vont faire que plus que nous croyons changer le monde, plus nous stabilisons des cadres qui nous empêchent de changer le monde. Alors on dit souvent que Nuit debout est un mouvement spontané, non organisé, qui est dans l'expérimentation de quelque chose de nouveau, qui s'invente lui-même sans direction, sans structure préalable, d'où son caractère un peu anarchique. Personnellement, je crois qu'il faut se méfier de ce genre de perception. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas organisé de façon consciente qu'il n'est pas structuré. Il y a toujours des principes d'organisation, des catégories, mais ils agissent de façon inconsciente et malgré nous. Je crois, moi, que Nuit debout est un mouvement très organisé, un mouvement très structuré, mais selon des structures et des cadres qui agissent à notre insu. Et d'ailleurs, le simple fait de venir à Nuit debout ou de ne pas y venir suppose d'avoir été produit comme sujet politique d'une certaine manière, et cela est le produit d'une histoire. L'idée de rassemblement sur la place, par exemple, est un dispositif politique très particulier qui fait fonctionner un imaginaire de la lutte et de la démocratie qui s'affirme contre d'autres imaginaires de la lutte démocratique. Dire cela, ce n'est pas condamner le mouvement, pour moi, c'est pas négatif, c'est dire qu'il faut prendre conscience ici des cadres inconscients dans lesquels nous sommes pris, comprendre ce qui a rendu Nuit debout possible, en se demandant si des cadres sont des accélérateurs, des éléments qui peuvent nous permettre de faire proliférer les luttes,
d'être plus puissants, ou si au contraire ils sont des freins à la mobilisation, des entraves à une contestation radicale aujourd'hui. Alors Nuit debout s'inscrit dans ce qu'on a appelé le mouvement des places. Ce mode de protestation, occuper les places, est un mode à la fois nouveau et très ancien. C'est un mode d'action qui rompt avec l'action politique traditionnelle. Ce mode de protestation ne se déploie pas en effet comme lieu d'affirmation d'intérêts particuliers ou d'identités spécifiques, les ouvriers, les paysans, la marche des fiertés LGBT, la marche des beurs, le féminisme, etc. Occuper, c'est se penser comme un mouvement général. Par l'occupation de l'espace public, les citoyens, nous-mêmes, créons du commun, nous construisons un nous qui fait jouer une souveraineté populaire contre les institutions, contre les pouvoirs ou contre l'oligarchie. Cette conception de l'action est liée à une certaine manière de comprendre les transformations contemporaines de l'État et de l'économie, de la démocratie et du néolibéralisme. Au fond, l'idée est que l'on assiste aujourd'hui à un mode de gouvernement de moins en moins démocratique, à l'émergence d'une caste néolibérale qui impose ses intérêts, en sorte que l'enjeu serait de contester à l'État son caractère démocratique et de réinventer le lieu de la délibération démocratique. Et c'est ce qui se passerait ici, sur la place. Les individus rassemblés rendraient visible la construction d'un nous, d'une communauté, qui en occupant l'espace public, les places s'affirment comme peuple. Et on sait que Varoufakis est venu ici pour parler de la naissance d'un printemps des peuples. Ce n'est donc pas un mouvement particulier qui se déploie ici. Ce serait un mouvement général du peuple, ou en tout cas l'amorce d'un tel mouvement général, le lieu qui doit servir à rendre possible ce mouvement démocratique de transformation du système contemporain. L'opposition entre mouvement des places et politique traditionnelle explique pourquoi le mouvement s'est fondé sur une indépendance par rapport aux revendications catégorielles, par rapport à la loi du travail ou par rapport aux intermittents. Nuit debout se déroule à côté et peut-être même au-delà. C'est la raison pour laquelle l'idée de travailler aussi à une rupture radicale avec le système, tenter de revendiquer et ainsi d'écrire directement une nouvelle constitution d'une république sociale, a été très présent au début du mouvement ici. L'idée de place, c'est-à-dire d'un lieu unique où tout le monde se rassemble, se retrouve, est un dispositif qui fait jouer un imaginaire du nous, du commun, de l'être ensemble. Autrement dit, c'est toute une conception de la politique qui est à l'œuvre lorsque l'on dit on occupe la place est le lieu du mouvement. Je vais ici soulever un certain nombre de questions sur cette rhétorique, en fait 5, des points un peu brutaux exprès, mais parce qu'il s'agit de discuter et pas que je parle, d'accord ? Il s'agit pour moi d'identifier quelques enjeux, en disant que ce n'est pas tout ce qui se passe sur la place qui est résumable à ce que je dis, mais disons de me servir de ce qui se passe ici pour réfléchir à certaines catégories de la gauche critique et du mouvement social contemporain. D'abord, je vais parler de la question de la démocratie. La forme occupation des places s'est développée notamment avec Occupy Wall Street et les indignés, dont nous fêtons aujourd'hui le 5e anniversaire. Mais en fait, Occupy et Nuit debout relève d'une conception très traditionnelle de la politique. Il s'articule à un certain nombre de concepts hérités du contractualisme, qui est citoyenneté, espace public, rassemblement, nous, communauté, et même contrat social. Je crois qu'ici, il y a un premier problème qu'on peut soulever, qui est que la tradition contractualiste s'inscrit dans une tradition bourgeoise, contre laquelle s'est définie la critique sociale depuis Marx. De ce point de vue, Nuit debout pourrait être interprétée comme un effet de l'effacement de la pensée marxiste et sociologique. D'autre part, l'idée de peuple qui s'assemble pour élaborer un contrat social et politique, il faut comprendre que ça n'existe pas et que ça n'existera jamais. Ce sont des pures fictions inventées par la théorie politique pour nous prédisposer à l'obéissance et pour légitimer l'État. En d'autres termes, ce qui est étrange dans cette rhétorique, c'est ce geste qui fait que, au moment même où nous voyons que ces catégories sont des fictions, qui n'ont aucun sens par rapport à la réalité de l'État qui nous gouverne, on les réutilise pour le contester, au lieu de les abandonner pour fonder autrement une théorie et une pratique de la démocratie. Pourquoi essaye-t-on ici de rejouer un mythe, de calquer une pratique politique sur de l'impossible? Il me semble que nous devons nous interroger sur le sens qu'il peut y avoir à opposer à l'État contemporain des raisonnements fictifs, des aspirations fantasmatiques, des représentations absurdes, qui ne permettent en rien de fonder une théorie effective de l'agir démocratique. Ce n'est donc pas du contrat social ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous ferons, et nous devons inventer un autre langage.
Quand nous manifestons à 1000 devant l'Assemblée nationale contre le 49.3, nous ne sommes pas le peuple, nous ne sommes pas l'Assemblée constituante, nous sommes 1000 personnes, précises, situées, avec des objectifs locaux et particuliers. Pourquoi ne pas le dire? Et d'ailleurs, les 200 qui sont à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas nos représentants, ce sont 200 personnes qui votent une loi contre nous. Pourquoi ne pas fonder aujourd'hui notre action politique sur la vérité des choses? Voilà. Le deuxième point que j'aimerais discuter porte sur la question de l'imaginaire. La rhétorique des citoyens, des 99% qui se soulèvent pour donner naissance à ce que Varoufakis a appelé le printemps des peuples, crée des émotions politiques fortes. Et c'est souvent cet effet mobilisateur qui est vanté lorsqu'on cherche à appuyer l'usage de telles fictions. Mais il faut tout de même se méfier des affects qui sont ainsi mis en circulation. D'abord, l'utilisation de ce vocabulaire fait que les mouvements émancipateurs parlent le même langage que l'État. Après tout, les notions de peuple, de communauté, de citoyens, d'être ensemble, saturent les dits de la classe politique. On peut entendre Valls dire nous, dire commun, dire intérêt commun, dire intérêt général. On n'entendra jamais dire exploitation, intersectionnalité, domination masculine, désordre, dissidence. N'est-il pas étrange d'utiliser les mêmes mots et les mêmes représentations du monde social que ceux que nous combattons? Est-ce que nous ne courons pas le risque de régénérer malgré nous des affects qui nous échappent et des représentations compatibles avec la reproduction du pouvoir? Je crois qu'il est nécessaire de poser la question si à travers des concepts comme We the People, comme le commun, la théorie et la politique ne tentent pas à régénérer des affects de fusion nationale qui peuvent aussi être responsables de l'humeur nationaliste qui se régénère en Europe et aux États-Unis aujourd'hui. C'est peut-être pas tout à fait un hasard si les politiques nationalistes se multiplient et si ce vocabulaire prend... Peut-être tout cela fait-il partie d'un même système auquel nous devrions échapper. C'est pour laquelle je crois qu'il faut aujourd'hui construire une théorie politique qui déconstruirait l'idée de communauté et ses présupposés normatifs et qui ferait circuler de nouveaux signifiants politiques. Troisième point. L'enjeu le plus problématique pour moi concerne le statut des catégories de peuples, de communautés, de citoyens, etc. Ces concepts sont... on m'entend ou pas du tout? Comme ça? Ces concepts, communauté, peuple, citoyens qui s'assemblent, sont des fictions, comme je l'ai dit. Le peuple, la volonté générale, la souveraineté populaire, la société, le commun, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il n'y a aucune raison que deux personnes jetées au monde arbitrairement sur un même territoire ressentent des affects communs. Nous ne sommes pas un peuple. Je n'ai rien de commun avec la plupart des gens qui ont été jetés au monde en France. Je me bats contre, je m'oppose. Je me sens plus proche de Snowden que de 90% des Français. Dès lors, ces modes de recrutement des individus, si l'on y réfléchit précisément, ne peuvent être que le fruit d'une pensée d'État. Car si l'on politise la question de l'appartenance, de qui appartient à la communauté, de qui dit nous avec nous, cela conduit nécessairement à ratifier la circonscription de la communauté telle qu'elle a été définie par l'administration et par l'État lorsqu'il nous a donné des papiers d'identité. La notion de peuple, la notion de communauté et ensuite de printemps des peuples ne prennent leur sens comme fonction et à partir de découpage étatique et administratif. De ce point de vue-là, ils sont non pertinents politiquement et ils s'inscrivent dans un inconscient d'État. Ces catégories utilisées pour penser la politique font fonctionner en fait une représentation très étrange du monde social. L'idée de peuple ou d'être ensemble instaure le curieux fantasme de partage au sein de la société. Comme s'il y avait quelque chose de partagé et de commun entre l'ensemble des membres des 99%. Cette perception, pour moi, est une régression par rapport à la vérité du monde social telle que la montre la sociologie de Bourdieu, par exemple. Un livre comme La Distinction fait voler en éclats l'idée de peuple. La société, c'est un espace de lutte. C'est la guerre. C'est l'affrontement entre des individus, entre des fractions de classe, entre les classes sociales, entre les genres, entre les races, etc. Par conséquent, il n'y a aucune unité et aucun intérêt partagé entre les gens jetés sur un même territoire. En d'autres termes, je considère que tout auteur ou tout activiste qui emploie le mot de peuple, de souveraineté générale, de commun ou d'affect commun, de nous ou de citoyens, dans des textes ou des analyses, pense à partir de fictions abstraites.
fait circuler des affects problématiques et ratifie des constructions d'État que la pensée critique doit défaire. Ce sont des mots qui ne renvoient à rien de réel et ne permettent en rien de dire la réalité du monde social et des luttes qui s'y déroulent. En parlant de cela, je ne parle pas seulement de questions théoriques sur la représentation du monde. Cette rhétorique exerce aussi une influence très importante sur la sélection de qui participe au mouvement ou non, qui se reconnaît dans Nuit debout ou non. Le principe même de mobilisation des dominés est d'affirmer des intérêts particuliers, de revendiquer, et donc de fracturer le monde, de s'opposer. S'opposer, affirmer, revendiquer, c'est le contraire de se soumettre. Par conséquent, la rhétorique du commun, du peuple, exclut mécaniquement ceux qui se pensent comme sujets particuliers. Et c'est pourquoi ce n'est pas hasard si certaines populations ne sont pas sur la place. Ils sont exclus par cette subjectivation de soi comme citoyens, etc. Une scène politique organisée autour des catégories de commun, de république, etc., ne peut pas ne pas produire l'exclusion de ceux qui ne peuvent que se penser comme membres d'un groupe particulier. Les ouvriers, les chômeurs, les paysans, les précaires, les noirs, les arabes, les musulmans, les juifs, les gays, les lesbiennes, les transsexuels, les prisonniers, les sans-papiers, etc. Lorsqu'ils se mobilisent, ces individus qui vivent des expériences d'oppression veulent affirmer un intérêt particulier. Ils veulent dire que quelque chose ne va pas. Ils ne veulent pas créer du commun, mais fracturer le monde. D'où les scènes d'incompréhension qu'on a observées entre la Nuit debout et les quartiers nord à Marseille, ou entre Nuit debout et les syndicats. L'absence de ces groupes n'est ni un accident, ni un fait qui s'explique pour des raisons extérieures au mouvement. Elle est une conséquence logique de la construction symbolique de Nuit debout comme système qui rassemble des citoyens dans un monde commun. Je vais faire une avant-dernière... 5 minutes, c'est parfait. Avant-dernière remarque. La question du pouvoir, de la rhétorique de Nuit debout, pose aussi une question en ce qu'il réinstaure une certaine généralité, une idée de la généralité dans la politique contestataire. L'idée même de place suppose de rassembler l'ensemble des luttes sur un lieu commun et partagé. Et il s'agit de rassembler, d'unir, de faire converger des forces et des luttes qui se dérouleraient auparavant de façon dispersée, comme si les luttes avaient une affinité ou un horizon commun. Le thème de la convergence des luttes est un thème tout à fait central, et au fond, ça régénère un idéal, qui est un bel idéal évidemment, un idéal révolutionnaire, comme si ce qu'il fallait essayer de trouver aujourd'hui, c'était d'agglutiner les énergies pour produire une transformation radicale du système et une révolution démocratique. Mais pour moi, ce dispositif, là encore, est problématique, parce que la révolution, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Il n'y a jamais de révolution. La révolution, et même la révolution russe, ou la révolution française, ou la révolution américaine, n'ont pas été des révolutions. Après tout, si on tire les enseignements de la théorie du pouvoir mis en place par Foucault dans les années 70, c'est la dispersion des pouvoirs, ou ce que Didier Eribon appelle l'hétérogénéité du temps politique. Il n'y a pas d'unité de la politique. Il n'y a pas de pouvoir central qui ordonne l'ensemble des domaines de notre existence. Les logiques du genre, de la race, de l'économie, de la pénalité, de la répression, du secret, etc., se développent selon leur temporalité propre. Par conséquent, le fait de transformer même radicalement l'une des dimensions ne change pas l'ensemble de la société. C'est seulement une dimension qui a changé radicalement. Ce n'est donc pas une révolution, ce n'est pas un changement de système, mais seulement une transformation locale mais radicale. La révolution russe, par exemple, n'a pratiquement rien changé à la question du genre, de l'homosexualité, du racisme, de la migration, du statut des femmes, de la répression pénale. Elle a été circonscrite à un ou quelques plans de la vie sociale et politique. De même pour la révolution cubaine. Les révolutions peuvent aussi comporter des régressions sur d'autres plans. En d'autres termes, il n'y a pas de système, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de centre à prendre. Et donc, est-ce qu'il y a un sens à faire converger les luttes? Puisqu'il n'y a pas de point de convergente. Chaque lutte s'oppose à un pouvoir spécifique selon des modalités propres, selon des dimensions spécifiques, et elle ne recoupe pas l'ensemble des luttes. Alors je conclus par une objection à mon analyse, qui consiste à dire que lorsque l'on s'implique dans un mouvement, on se bat toujours non pas pour la lutte, mais pour des principes qui sont transposables à d'autres luttes. Par exemple, le mouvement queer. Ce mouvement, au fond, ne se bat pas pour les gays ou pour les lesbiennes ou pour les transsexuels. Cette mobilisation se déploie au nom de certains idéaux d'égalité et de justice sociale contre la précarité et la minorisation, et ces principes devraient amener nécessairement à être solidaires d'autres populations minoritaires, comme les personnes racisées, les femmes, les Palestiniens, etc. Une communauté des luttes politiques, parce qu'il y aurait des principes communs,
et que lorsque l'on s'engage dans une lutte, on s'engage toujours au nom de principes qui nous amènent à nous déporter vers d'autres luttes. Je comprends très bien ces analyses. Par exemple, j'ai été très impliqué dans la mobilisation des intermittents et je ne suis pas intermittent du spectacle. Mais cela n'empêche pas, selon moi, que chaque lutte doit avoir et a son pouvoir particulier à affronter, a sa temporalité propre, sa propre action, ses propres pouvoirs à défaire, qui fractionnent le monde d'une certaine manière. Au fond, l'alliance de la question démocratique, écrire une nouvelle constitution ensemble, et de la question du pouvoir, rassembler des luttes dispersées, installe une scène politique paradoxale. Elle produit un horizon de ce qu'est la politique radicale, de ce vers quoi toute politique devrait tendre, sinon elle aurait échoué dans sa radicalité. Mais le problème, l'horizon est impossible. Ce n'est pas qu'il est inatteignable, ce n'est pas que les conditions objectives ne sont pas réunies, c'est qu'il n'existe pas. Et donc chaque lutte, chaque mouvement pense toujours qu'il est insuffisant, qu'il ne va pas assez loin, et donc il se pense comme mutilé, alors même qu'il ne peut pas être autrement que ce qu'il est. Et donc on est peut-être amené à inverser assez radicalement les perceptions que l'on trouve parfois lorsque l'on dit que ces fictions généralisantes sont mobilisatrices. En fait, elles sont exactement le contraire. Elles amènent tout mouvement à se penser négativement par rapport à un horizon fictif, à se penser comme manquant quelque chose, et ainsi à ne pas transformer le réel, à transformer ce qui est réel, les luttes réelles, en entités toujours déjà amputées de quelque chose. Les mouvements, au lieu de s'affirmer pour ceux qu'ils sont, passent leur temps et perdent leur énergie à essayer de devenir quelque chose qui ne peut pas être et qu'ils ne peuvent pas être. Au lieu de donner des moyens d'agir, la thématique de la convergence des luttes, d'un système à faire écrouler, crée un décalage entre ce que nous sommes, ce que nous pouvons être et ce que nous voudrions être, en sorte qu'il nous dépossède d'une capacité à agir. Il conduit les mouvements à perdre de l'énergie en essayant de se transformer pour rejoindre l'impossible au lieu d'être ce qu'ils sont. Ce qui fait que l'idée révolutionnaire peut-être casse les mouvements plutôt qu'elle ne les nourrit. Et au fond, donc je conclus par cette phrase, cela fait un peu penser à l'invention de Dieu par Nietzsche, la façon dont il en parle comme l'édification d'un plan de valeurs transcendantes qui a pour fonction de condamner la réalité et à faire que les vies se mutilent elles-mêmes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors maintenant, je vous invite à poser, mais ça peut être des questions, des remarques, des contradictions. Vas-y. Merci. Je vais essayer de parler au plus fort possible, mais c'est vrai qu'avec le concert, c'est pas facile. À vrai dire, moi, c'est pas sur le fond de ce qui a pu être dit, parce que je suis d'accord avec une bonne partie de ce que vous avez pu expliquer. Ce qui me gêne, à vrai dire, avec ton intervention, Geoffroy, c'est pas assez fort. Là, c'est un peu mieux. Ok. Alors je disais que là j'interviens vraiment mon nom propre et c'est pour dire que sur le fond c'est pas là-dessus que je vais parler mais c'est plutôt sur la forme. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné avec ton intervention Geoffroy, c'est que c'était beaucoup trop technique. Là j'avais l'impression de voir une intervention dans un séminaire ou dans un colloque universitaire et pas de l'éducation populaire. Il n'y avait pas de définition des concepts, il y a eu plein d'auteurs qui ont pu être cités, qui sont peut-être connus par une bonne partie d'entre nous ici, mais il n'y a pas eu d'effort pour rendre clair, pour définir certains termes utilisés. Et ça c'était quelque chose qui sortait pas mal de la charte de la commission. Donc moi j'ai compris l'intervention, mais c'est vrai que dans la forme c'était pas super cool. Non mais c'est très, comment dire, moi je crois beaucoup à une valeur importante qui est la question du pluralisme. Et je me méfie beaucoup des gens qui utilisent des pouvoirs ou des délégations ou des stickers pour exercer des effets de normalisation. Moi je crois qu'il est très important de penser que le monde social est un monde où les gens ont des compétences différentes, ont des niveaux de discours différents, ont des capacités de parler différents. Moi je ne peux pas me mettre debout sans note devant une foule, ça m'intimide, je suis obligé de m'asseoir. Moi je parle avec des notes parce que je ne sais pas improviser, et je parle comme ça. Et je crois que il est très important de, s'il doit y avoir des lieux précisément, et ça revoit exactement à ce que j'ai dit, qu'est-ce que ce serait de favoriser la dissidence et le pluralisme politique. Si jamais une nuit debout, dès que se crée une éducation populaire, ça doit uniformisation, tout le monde doit parler pareil, de la même manière, en disant les mêmes choses, alors c'est une pulsion centralisatrice qui est contradictoire avec ce que j'essaye d'incarner. Mais d'autre part, je tiens à dire qu'une certaine expérience de l'incompréhension est une expérience positive. C'est-à-dire que je crois que c'est l'un des fondements même
de l'idée intellectuelle, à savoir que ne pas comprendre un texte, trouver qu'il y a des passages difficiles, ça peut être devoir être confronté à quelque chose qu'on pensait pas auparavant, quelque chose qu'on n'avait pas entendu, des mots qui peuvent nous déporter par rapport à l'expérience spontanée, et donc ça peut être aussi une certaine expérience libératrice, une certaine expérience de l'émancipation par rapport au commun. L'exigence de la lisibilité, l'exigence de il faut parler pour tout le monde, a toujours été l'exigence de la droite, a toujours été l'exigence du sens commun, a toujours été l'exigence de la manière de ratifier les perceptions spontanées, alors qu'à l'inverse, c'est pas dire des choses difficiles, c'est rendre possible pour les individus d'entendre des discours qui n'étaient pas attendus, pour rendre possible des paroles plurielles, et donc c'est ça que j'essaie d'incarner, et il y aura d'autres gens avant et après moi qui diront autre chose, et voilà. Donc pour rester sur le thème du débat, une question, une là-bas, j'en prends plusieurs et puis après je te laisse poursuivre. Oui, bonjour. Donc moi c'est pour revenir sur le thème. Je suis complètement d'accord avec le fait que les catégories de peuple, de citoyens sont en fait des espèces de gouffres noirs qui appellent les catégories de classe ou les problèmes particuliers à disparaître. J'en prends un exemple, quand on regarde la Révolution française. Au début de la Révolution française, naît un mouvement ouvrier. On en parle très peu, mais en fait, il y a vraiment un mouvement ouvrier qui est né au début de la Révolution française. Ils avaient fait tomber les corporations, ils se sont organisés en mouvement ouvrier par corps de métier, mais il y avait des revendications de menuisiers, des revendications de boulangers, il y avait plein de revendications qui étaient celles des travailleurs. Et puis on a créé la catégorie des sans-culottes. Et en fait, les sans-culottes, c'était le peuple, les citoyens, etc. Et donc, on les a menés à tous lutter ensemble dans cette catégorie de sans-culottes. Mais dans le sans-culottes, il y avait des patrons, des travailleurs, des professions libérales, des indigents, il y avait de tout. Et en fait, la conséquence de la création du mouvement des sans-culottes, c'est que ça a complètement fait disparaître le mouvement ouvrier qui était naissant. Et il a fallu attendre 1830, voire un peu après, pour qu'il renaisse. Donc on a là, avec la Révolution française et cette catégorie des sans-culottes, un super bon exemple de comment, avec cette fabrication du peuple, qui peut permettre de faire des choses dans certains cas, mais on a pour conséquence de faire disparaître des luttes particulières qui, en l'occurrence, étaient les luttes des travailleurs à ce moment-là et qui posaient un vrai problème. Après, je suis pas d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de révolution, mais je suis spécialiste des révolutions, donc je vais pas dire que ce sur quoi je bosse, ça n'existe pas. Maintenant, elles sont effectivement toutes particulières. La Révolution française est une révolution libérale, la Révolution russe, donc elles ont toutes leurs limites. Après, comme elles sont toutes aussi polymorphes, les révolutions, elles portent des choses et seulement, parce qu'elles sont polymorphes dans leur phase de processus, et ensuite c'est toujours une ou deux parties qui l'emportent. Résultat, toutes les autres ont l'impression que la révolution leur a été volée. Mais on a par exemple, tu citais la Révolution russe et la question des femmes, la Révolution russe et la question des femmes, il y a des revendications féminines, d'ailleurs elle naît la journée des femmes, au tout début il y a des aspects féministes, et puis il y a ce qu'on appelle le thermidor pour les femmes dans la Révolution russe, et on arrête tout ça. Mais dans les révolutions, tu as des éléments, ce qu'il y a, c'est que cette espèce de plurivocité, ensuite, est remplacée par la prise de pouvoir d'une ou deux catégories, souvent les mêmes malheureusement, mais pas toujours, qui après tuent la révolution dans l'œuf, quoi. Oui, donc merci d'abord pour cette intervention très critique, très intelligente. À t'écouter, moi je me demandais, j'avais l'impression qu'il y avait une assimilation, comme si c'était de la même chose comme mythe, le peuple et se rassembler, comme si c'était aussi irréel l'un que l'autre, aussi impossible l'un que l'autre, aussi contre-productif de courir après ces mythes. Et moi, je suis pas sûre. Je pense que ce verbe, quand même, c'est pas juste un mythe, que ça existe. Et je pense que ce qui se passe ici, c'est pas toujours exactement se rassembler. C'est beaucoup être côte à côte. C'est beaucoup lutter pour se faire entendre contre la musique, lutter contre l'autre intervenant, se perdre, enfin voilà, et que ça peut rester quand même un but à atteindre pour agir, et qu'il faut peut-être pas renoncer à se rassembler aussi vite qu'on renonce à la notion de peuple. Tu réponds ou Ouais, Gérard du pôle Lutte Debout qui comporte la convergence des luttes, donc j'ai été un peu interpellé par la fin du discours.
parce que j'ai cru comprendre qu'apparemment on ne servait à rien. C'était pourquoi on a parlé au départ de convergence des luttes, et je partirais d'une citation de Castoriadis qui un jour interviewé par Mermet, qui lui demandait effectivement de se prononcer sur le problème du chômage. Il disait: arrêtons un peu avec l'ensemble de ces petits problèmes. La seule véritable question à laquelle il va y répondre aujourd'hui, c'est la question des richesses dans le monde. Et à partir de là, la convergence des luttes, pour moi, c'est ça. C'est à un moment donné, dans une société où on veut systématiquement nous renvoyer à nos propres petites luttes, nos propres petits égos, c'est essayer de transcender tout ça et de passer à une lutte des égos, mais des égos AUX, de façon à ce qu'il y ait convergence, qu'on comprenne effectivement que chacun de notre côté, on a exactement le même ennemi. On a quand même le fameux ennemi qu'avait dénoncé à une époque Hollande, qui était la finance. C'est quand même, tout est fait aujourd'hui pour qu'une minorité s'enrichisse de plus en plus sur le dos de la majorité de la population, que ce soit ici ou que ce soit dans le monde entier. Voilà un peu le sens que nous on mettait à convergence des luttes. Oui. Je viens peut-être sur les trois interventions. Moi, je trouve qu'effectivement, ce qui est très aujourd'hui, c'est qu'il y a une disparition de, et on le voit encore, hein. Là, ça marche? Ouais. Ok, désolé. Une disparition du langage des classes sociales et des intérêts particuliers au profit d'un langage de peuple. Et je suis très frappé, par exemple, juste avant, j'étais à un débat sur les lanceurs d'alerte avec William Bourdon, on parlait de l'affaire Deltour. Et où il disait, c'était intéressant, mais il disait, voilà, il faut protéger les lanceurs d'alerte parce qu'ils révèlent des choses d'intérêt généraux. C'est l'intérêt général. Mais moi j'ai répondu, et je crois que c'est vrai, ce qu'a révélé Deltour, c'est pas de l'intérêt général. Ce qu'il a révélé, c'est quelque chose qui est de l'intérêt de classe. C'est-à-dire que ce qui met en évidence, c'est le fait qu'il y a une classe dominante, une classe aisée, etc., qui utilise des systèmes financiers pour maintenir ses privilèges. Et les révélations de Deltour, elles sont pas du tout pour eux, elles sont pour l'intérêt des dominés, elles sont pour l'intérêt des classes populaires, elles sont pour l'intérêt des salariés, et pas du tout pour l'intérêt de tous, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire resignifier des choses qui mettent en évidence des luttes de classe, qui mettent en évidence des conflits internes de la société en intérêt de tous? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça et de penser à travers une fiction, alors que Deltour a révélé quelque chose qui s'inscrit dans la lutte des classes et pas du tout dans l'intérêt du peuple? Et c'est exactement la même chose sur la finance. Moi, je ne crois pas qu'il y a d'unité question-là. Mais je le dis de façon plus radicale que ça. Je crois que, je vais dire quelque chose qui va sembler étrange, mais c'est vrai. Je crois qu'il faut se méfier d'un certain retour à l'économisme aujourd'hui, qui considère qu'il y a un conflit central qui est le conflit avec la finance, ou qu'il y a un conflit avec la question de la spéculation financière, etc. Je crois que ce retour à une unidimensionnalité de la politique est problématique, et je ne crois pas du tout qu'il soit intéressant d'unifier le temps politique autour de cette seule lutte, et qu'il existe tout un ensemble d'autres luttes, la lutte des transsexuels, la lutte des prisonniers, la lutte des noirs, la lutte des personnes racisées, etc., est une lutte qui est aussi centrale, et notamment pour eux parce que c'est leur vie, que la lutte contre le CAC 40, et donc je ne crois pas du tout à l'idée d'une uniformisation du temps politique. Mais même plus radicalement, je dirais que, je sais que ça va sembler étrange ce que je dis, mais je le dis quand même, il existe une narration de la modernité qui est fausse, et que tout le monde a en tête, qui est l'idée selon laquelle aujourd'hui on voudrait nous diviser, on voudrait nous atomiser, et que le problème du néolibéralisme, ce serait l'individualisme, ce serait l'atomisation sociale, ce serait la fracturation du monde, et c'est pour ça qu'on veut faire en contrepartie du rassemblement, de l'ensemble, etc. Bon, ben moi je crois que ce discours-là, du néolibéralisme associé à l'individualisme, est un discours faux, est un discours erroné. Je ne crois pas que nous vivons dans des sociétés individualisées, et je ne crois pas que nous souffrons d'être individualisés. Je crois au contraire que nous souffrons de vivre des destins communs, de vivre des destins de classe, de vivre des destins très structurés, et de ce à quoi nous aspirons, c'est d'être plus individualisés, plus particularisés, d'une capacité à vivre nos vies de manière plus autonome. Par conséquent, je mets en question l'idée selon laquelle le néolibéralisme produirait de l'individualisation. Ça n'est pas vrai. Le néolibéralisme produit une société de classe, une société ordonnée, une société uniformisée, et pas du tout une
une société divisée. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il est important de dire qu'il existe une manière dont on se raconte nos vies aujourd'hui qui est erronée et qui est la manière dont, si vous lisez les textes de Foucault sur le capitalisme, etc., la modernité a toujours été attaquée sur le fait que c'était individualisation, matérialisme, atomisation. C'est le discours de Sombart contre le capitalisme, c'est le discours des chrétiens contre la bourgeoisie dans les années 30. Ça n'est pas forcément un discours de gauche et je crois qu'aujourd'hui, il est important de concevoir autrement la question du néolibéralisme. Et puis je dis une dernière chose sur se rassembler. Voilà, quelque chose que je veux dire qui est une spéculation pure. Comment est-ce qu'on lutte? Comment est-ce qu'on peut changer le système? Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'après tout, notre objectif quand même, c'est de faire que les choses aillent mieux. C'est pas de se rassembler, c'est pas de gagner l'hégémonie dans les médias, c'est de changer le pouvoir, d'intervenir et de faire qu'il y ait des lois et d'un État qui changent. Donc il faut se demander qu'est-ce que c'est qu'être efficace. Et il se trouve que petit à petit, moi j'ai réfléchi sur quand on dit qu'on se soulève contre l'ordre néolibéral, par exemple, ou qu'on se soulève, on a raison. Mais on a tendance à oublier que l'ordre néolibéral n'est pas un ordre. L'ordre néolibéral est un mouvement social conservateur, des gens qui se mobilisent pour imposer un ordre social contre nous qui nous mobilisons pour le transformer. En d'autres termes, ce n'est pas mouvement social contre ordre social, c'est mouvement social émancipateur contre mouvement social conservateur ou réactionnaire. Mais de là, on revient à la question du départ. Si on perd, ça veut dire qu'ils sont plus efficaces que nous. Ça veut dire que les manières d'agir de la droite, ça veut dire que leur manière de se mobiliser, ça veut dire que leur manière de transformer le système gagne sur nos manières à nous de nous mobiliser. Donc quand on dit on se rassemble, on manifeste, on pétitionne, on reprend la manière traditionnelle dont la gauche a protesté, mais qui historiquement a fait qu'elle a perdu et que la droite a fait autrement, elle, pour gagner. Et quand vous lisez l'histoire du néolibéralisme, qu'est-ce que vous lisez? Eh bien vous lisez l'histoire de 30 personnes. La Société du Mont Pèlerin, c'est 30 personnes qui se sont rassemblés, qui n'ont pas dit on va manifester pour dire plus de marché. Ils n'ont pas été dans la rue en disant on va faire une pétition, on va délibéraliser. Ils ont dit on va infiltrer le système. On va créer des banquiers centraux, on va créer des économistes, on va créer des profs de droite. Et en 30 ans, ils ont changé le monde. Ils ont créé une idéologie en infiltrant le système et pas en étant dans la rue. Donc moi, la question que je pose pour être un peu radical, c'est qu'est-ce que voudrait dire de s'inspirer des méthodes de la droite pour une gauche radicale? Qu'est-ce que ça voudrait dire de faire des Hayek d'extrême gauche, de faire des Friedman d'extrême gauche? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'infiltrer le système de façon radicale? Est-ce qu'on serait pas beaucoup plus efficace si on s'inspirait des méthodes des vainqueurs que des méthodes des vaincus? Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, oppositions, des gens qui veulent rebondir sur ce qui a été dit? Alors je pense que le fil ne viendra pas jusque là, donc on va essayer de se trouver au milieu. Oui, alors il y a... Je pense que la première chose, l'unité, le vieux slogan, l'unité fait la force. Malgré tout, dans il y a différentes luttes, c'est sûr, il y a différentes classes, il y a différents profils psychologiques. Mais la division des combats fait la faiblesse des particularités. Et donc les gens peuvent se recouper sur certains aspects. D'autre part, je pense que l'idée de pureté, je sais pas si elle sous-tend ton discours, je dirais une notion abstraite de la révolution, ou enfin, mais les gens vivent dans le concret et moi je pense qu'il faut plutôt voir la chose d'une manière émergente. Il y a les théories de l'émergence en ce moment. La grande force de ce mouvement, c'est justement l'échange des idées d'un esprit à l'autre. Il y a des effets d'équilibre qui font que, par exemple, les idées les plus pertinentes vont être retenues par le débat. Et il y a très très peu de débats dans le système, parce qu'il y a véritablement un système, il y a un système médiatique, il y a un système économique. Et donc, s'insérer dans le système, il faut peut-être penser la structure elle-même. Et ici, en fait, on repense la structure. En fait, on dénoue la structure en faisant des débats qui sont un peu, je dirais, auto-émergents, auto-organisés. Et ça, c'est la grande force de ce mouvement. Et je pense que sur le temps, les idées qui seront pertinentes, si par contre le mouvement arrive à s'étendre, c'est-à-dire que si jamais, par miracle, il arrive à s'étendre aussi bien à différents quartiers, à différentes entreprises, et quand les gens prennent l'habitude, parce que c'est aussi, je dirais, une habitude de débattre. Et c'est pas forcément évident au début, mais si on arrive, je dirais, à peu donner l'habitude aux gens de débattre et de prendre la parole, je pense que les idées les plus intéressantes seront, je dirais, prendront leur envol.
Et c'est là aussi qu'il faut faire attention au dogmatisme et aux idées toutes faites, c'est-à-dire que souvent des gens sont inscrits dans une culture politique et pensent avoir la réponse, et finalement dans un débat ils apprennent que peut-être ils peuvent nuancer ou améliorer ou enrichir leurs idées. Et donc là je pense qu'au contraire il faut vraiment être dans l'utopie et repenser vraiment la structure et les catégories et laisser un peu je dirais cet effet d'émergence se faire. Enfin, Alors il y a une autre question derrière. Salut, bonjour à tous et à toutes. Salut Geoffroy. Oui, je voulais te remercier aussi pour ton intervention parce que très souvent et encore aujourd'hui, tu nous permets de réfléchir en cassant nos catégories souvent toutes faites. Ça c'est vraiment intéressant et très stimulant. Ça nous bouscule vraiment, y compris dans la pensée critique et dans la pensée qui a des aspirations à l'émancipation, voire à la révolution. Mais justement, moi, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un danger, malgré tout, à réintroduire des binarités qui n'ont pas lieu d'être. Par exemple, quand tu dis non, le néolibéralisme ne veut pas réintroduire de l'individu ou de l'individualisme, mais il en fait creuse un discours de classe ou creuse encore des oppositions de classe. Mais c'est pas du tout incompatible, parce que je te suis parfaitement sur le fait que justement le néolibéralisme est fondamentalement une opposition de classe, une forme exacerbée de la lutte entre les classes sociales, mais précisément le stratagème qui est utilisé pour creuser cette lutte, c'est de diviser les individus, de les atomiser, de les rendre responsables, par exemple en tant qu'individus, des résultats de leurs entreprises, etc. Donc tu vois, ça me semble pas utile de recatégoriser individu versus classe sociale. Pareil, c'est pas parce que tu opposes, tu dis qu'il n'y a pas de véritable révolution parce que les révolutions elles finissent toujours par s'arrêter à un moment ou un autre. C'est vrai, mais pour autant, je pense que c'est pas une raison pour disqualifier non seulement la notion, mais l'expérience même de la révolution. Et enfin, autre forme de catégorisation qui me semble important de briser, c'est celle de convergence des luttes versus singularité des luttes à préserver. Je pense que tu as raison de dire qu'il faut utiliser, y compris les moyens de l'ennemi, comme tu le disais, pourquoi pas des Hayek d'extrême gauche, etc. Mais c'est pas du tout incompatible avec non seulement les convergences respectueuses de la singularité de chaque lutte, mais aussi des pratiques politiques qui quand même marche, parce que d'accord, on peut avoir des intellectuels ou je ne sais pas comment les qualifier qui travailleraient à l'intérieur du système pour le pervertir, mais il n'empêche que par exemple une grève, d'être aussi schématique dans les perspectives, mais une grève générale qui bloquerait réellement l'économie, ça reste, me semble-t-il, le moyen le plus efficace en dehors des pratiques qui seraient purement intellectuelles. Oui, bonjour. Moi, je voudrais réagir par rapport à ce que tu disais, par rapport à la révolution et la notion de peuple, comme quoi on formait pas un peuple. Je sais pas, j'ai pas trop compris peut-être, mais en tout cas, moi, je suis persuadée qu'on est des êtres de rencontre. Ça, c'est capital. Albert Jacquard le disait, on est fondamentalement des êtres de rencontre et on a un besoin d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, je pense qu'il est très important à avoir. Et c'est peut-être ce qui manquait jusqu'à maintenant, justement, et qui faisait que notre démocratie était assez inerte dans l'inertie, et qu'en ce moment, ce qui se révèle, c'est qu'on a envie d'appartenir à quelque chose. Moi, je reste persuadée de ce point de vue-là qu'on est des êtres de rencontre. Par ailleurs, pour en revenir à la question sur le néolibéralisme et la question de l'intérêt général, si on n'est pas d'accord sur l'idée de l'intérêt général, parlons du bien commun. Je suis persuadée que les néolibéraux, ils en ont rien à fiche du bien commun. Ça, par contre, j'en suis persuadée, et que c'est pas du tout, ils y accordent pas du tout la même dimension que d'autres. Alors, employer les mêmes moyens après que ceux qui gagnent, tout dépend des valeurs. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Moi, je suis pas sûre de vouloir employer les mêmes moyens de personnes pour lesquelles je partage pas les mêmes valeurs. Voilà, ça me paraît évident. Moi, juste un petit mot.
pas trop l'habitude d'intervenir, bien qu'intermittent du spectacle, donc les luttes, je les connais depuis 40 ans, puisqu'intermittent depuis 40 ans. Mais c'est vrai que je crois qu'aussi, je viens de récupérer ma fille qui fait des études, qui revient d'une série d'études en Amérique du Sud. Et elle a cette grande chance d'avoir pu bénéficier d'échanges internationaux et d'Erasmus. Et elle suit l'actualité de la France également. Beaucoup de choses, elle ne les comprenait pas, parce qu'elle me dit, papa, je ne remercierai jamais assez la France de m'avoir offert les études que j'ai pu faire. Elle qui voit des étudiants du monde entier à travers les États, elle sait ce que coûte un cursus universitaire pour des étrangers, c'est des années et des années d'endettement. Donc c'est vrai que beaucoup de choses en France sont certainement à changer. Mais maintenant, est-ce que les changements ne viennent pas de la base? Est-ce que plus d'empathie, plus de solidarité, mettre l'État, les collectivités devant le fait accompli? La France vit en grande partie dans bien des domaines grâce à l'associatif, au monde associatif. Donc créons ou plutôt engageons-nous dans des associations. Il en existe. Donc je crois que le changement vient aussi individuel. Créez vos entreprises. C'est bien de discuter, tout à fait d'accord. Pendant ce temps, sommes-nous auprès des veuves noires en Bretagne qui luttent pour que leurs maris agriculteurs ne se suicident pas tous les jours? Est-on les agriculteurs à mettre en place des systèmes parallèles? Prenons nos bacs de terre, nos carottes et nos poireaux, alors les planter sur les toits, faisant des jardins collectifs. C'est un moyen déjà de fédérer, c'est un moyen aussi peut-être, petit à petit, d'affaiblir les systèmes financiers, les systèmes de distribution. Donc je crois que discuter c'est bien, à un moment il faut agir. Le droit au logement, j'en parlais avec Madame Blumenthal, maire du 12e arrondissement. Il n'y a pas de problème de logement à Paris, Dieu sait qu'il y en a. Je pense qu'il y a parmi vous des étudiants qui ont du mal à se loger. Il y a une polémique autour de ce qu'on appelle la ceinture de Paris. Beaucoup la connaissent. Pourquoi? Parce que des grosses multinationales, le Réseau Ferré de France, la SNCF, l'État et la ville n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Donc on a du coup on a un T3, on a un tram qui fait le tour de Paris sur les maréchaux, qui a coûté 4 fois plus cher que s'il avait été fait sur les rails. Donc ces rails, occupons-les. C'est pas une AG, hein. Ah oui, d'accord. Il y a un débat autour du thème qui a été évoqué par Geoffroy. D'accord. Ben oui, ça on jouait. Enfin, quel est le thème? C'était quoi? Le mouvement d'occupation des places et les L'occupation des places, eh bien. Très bien. Occupons. Ben, agissons peut-être. Donc la seule chose, c'était juste pour ça, parce que ça, c'est quelque chose qui me paraît simple. Hein. Moi, je connais bien le Havre, je connais tout. Ils ont créé des cités universitaires à base de containers. Les trains peuvent arriver directement du Havre sur la coulée verte. Et exigeant d'un Villeparisis qu'elle fasse des cités universitaires sur ces espaces vacants. Voilà. Donc, continue à débattre. Bravo, merci. Bonjour. Bonjour. Ouais, merci d'abord d'avoir un discours franc et critique. C'est pas forcément évident ici dans cet espace-là d'avoir une réflexion sur soi-même. Et je pense que c'est très utile parce que non seulement du point de vue intellectuel, mais du point de vue de l'action, si on réfléchit sur notre mouvement d'action, on peut après réfléchir à comment agir mieux. Ça me paraît important. Je suis plutôt d'accord sur le diagnostic. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est une question très simple. C'est sur la solution par rapport à ça. Et je suis pas sûr qu'effectivement, il y a toute la question de la division des mouvements, etc. Mais je suis pas sûr que par rapport à ça, la réponse soit de encore plus diviser. La réponse est peut-être de chercher quel est le concept ou l'idée qui va nous permettre de penser au-delà. Je me demandais si... je suis d'accord sur l'idée que peut-être que la lutte par rapport à la finance ou la financiarisation de la réflexion, c'est pas forcément la solution, mais il y a peut-être d'autres concepts qui, eux, pourraient nous permettre de réfléchir à des concepts qui nous rassemblent. Par le concept d'humanité, par exemple, ou est-ce qu'on n'est pas tous d'accord là pour dire qu'on défend la dignité humaine, par exemple? Est-ce que ce serait pas être un concept qui pourrait être commun à toutes les luttes? Ça veut pas dire qu'il faut que les luttes se réunissent, mais c'est un concept qui est commun à ces luttes-là. Il y a d'autres luttes qui, elles, ne défendent pas la dignité humaine, mais défendent d'autres choses. Il y a peut-être des concepts comme les droits de l'homme ou à réfléchir, mais il existe peut-être des concepts qui peuvent réunir nos pensées et ce type de lutte-là, parce qu'il y a d'autres luttes qui, elles, défendent d'autres valeurs ou d'autres concepts.
Alors on va prendre une question, s'il y en a une dernière, parce qu'après il faudra terminer, et donc Geoffroy répondra aux questions et conclura. Moi, est-ce que ça marche comme ça? Moi, j'ai été assez frappé qu'on parle des faits, je suis assez frappé qu'on parle des faits du peuple et qu'il faudrait parler du peuple réel et qu'on oublie que le peuple réel, aujourd'hui en France et notamment dans certaines régions de France, s'apprête à voter à 40, 50, parfois dans le Nord 60% pour le Front National. Et donc, si on dit nous sommes le peuple ici, il faut savoir que nous nous mentons à nous-mêmes, nous ne sommes pas le peuple, et le peuple, en partie, celui dont je parle, nous vomit, et nous déteste, et vote contre nous. Et donc, il ne faut pas se raconter des histoires sur nous sommes le peuple. Alors, pour rejoindre la problématique alors, je n'ai pas de solution. Comme, on sait par exemple que le taux de vote pour le Front National est fortement corrélé, si je peux employer un terme, pardon, que je ne vais pas expliquer, parce que s'il faut expliquer tous les termes, on est là jusqu'à demain matin, est fortement corrélé au niveau de diplôme. Et donc la précarité, la dépossession économique, la dépossession culturelle, la dépossession scolaire, etc., font que dans des régions dévastées du nord de la France, économiquement, etc., le peuple en question, et notamment les jeunes de 18-24 ans, vont voter jusqu'à 60% pour le Front National. Ce qui est un gros problème que nous devons nous poser ici et pas invoquer le peuple. Moi, j'étais très frappé quand Podemos a dit « nous sommes les 99%, ils sont les 1%. » Et là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Geoffroy. Si nous sommes les 99%, il faut bien voir que dans ces 99%, il y a des gens qui ont des salaires très élevés, des gens qui sont au chômage et qui n'ont rien du tout, des petites retraites ou pas de boulot, du chômage à l'entrée dans le travail. Et je sais aussi que dans les 99% en Espagne, si c'est 99% le peuple soulevé, etc., contre la précarité, contre la violence économique, il y aura chez ces gens des gens qui seront contre le droit à l'avortement, contre le droit des couples de même sexe, contre l'accueil des migrants, etc., et qui seront racistes, etc. Et évidemment, dès qu'on parle de rassembler le peuple, les 99%, se retrouvent aussitôt des lignes de fracture où les féministes n'accepteront pas d'être en commun, entre guillemets, avec des gens qui sont contre le droit à l'avortement. Les gays et les lesbiennes ne se retrouveront pas avec des gens qui leur nieront l'accès à des droits la possibilité de lutter en faveur de l'accueil des migrants. Donc, il faut se défaire des mythes, le commun, créer du commun, etc. Il faut créer au contraire comme des lignes de fracture, des lignes de failles sur lesquelles des combats vont être menés. Alors moi, je suis pour qu'on se rassemble, mais sachez que les gens qui, dans le Nord, vont voter dans certains villages anciennement bastions du mouvement ouvrier et du Parti socialiste et du Parti communiste, qui vont voter jusqu'à 70% pour le Front National, nous ne sommes pas rassemblés avec eux, et au contraire, s'ils votent pour le Front, ils se rassemblent, c'est vrai qu'ils se rassemblent. Par le vote pour le Front National, ils se rassemblent, ils se réunissent, ils agissent contre nous, contre ce que nous proposons, contre les droits, contre l'accueil, etc. Ben, je sais pas. Je peux parler 2-3 minutes 7 minutes. Il y a tellement de choses qui ont été dites, et alors c'est vraiment difficile. Peut-être plusieurs choses. Ce que j'ai essayé de dire, et je voudrais le dire comme ça, c'est que je vais essayer de le dire comme ça. Je crois il faudrait faire de ce qui se passe ici une forme d'enterrement des mythes qui nous empêchent d'être efficaces politiquement. Moi, c'est pour ça que j'ai dit que ce serait bien si Nuit debout était un moment de pause, c'est-à-dire un mouvement où on arrête le mouvement social, un espace d'état critique du mouvement social, pour essayer de faire les choses autrement. Et je crois vraiment que ce qui est très très puissant, c'est que nous constituons comme sujet politique par rapport à un certain nombre de choses inatteignables ou fictives ou vides, qui nous empêchent de faire une politique concrète, efficace. Et là, je rejoins ce qui a été dit à la première question, qui est ancrée dans les expériences concrètes et pas à partir d'idées générales. Par exemple, par rapport à ce qu'a dit Ludivine sur les révolutions s'arrêtent.
moi je ne crois pas que les révolutions s'arrêtent. Je ne crois pas du tout parce que je ne crois pas qu'il y a une possibilité de quelque chose qui ferait tout. Je crois que les révolutions ne sont que des mouvements particuliers, radicaux. Et par conséquent, on ne peut pas dire qu'elles se sont arrêtées quand elles n'ont pas tout changé. Elles ont produit le changement radical qu'elles portaient, mais de cette manière, elles ont conservé plein d'autres systèmes de pouvoir. Et donc, ce n'est pas du tout une révolution, c'est un mouvement local mais radical. Dire ça, rompre avec l'idée d'un système à transformer, de coalition des luttes, c'est en fait le moyen pour nous de reconfigurer un langage de la politique qui nous permettra d'être réellement efficace et d'arrêter de chercher quelque chose qui n'existera jamais. Moi, j'étais très frappé quand j'étais avec les intermittents, lorsqu'il y avait les AG des intermittents, au lieu de parler de leur lutte, de comment avoir le meilleur régime possible, de comment se battre, toutes les interventions c'était comment faire la grève générale, comment aller occuper les usines, comment aller faire... Donc au lieu de faire la lutte concrètement, pour essayer concrètement de gagner quelque chose, on parlait d'un inatteignable, on dispersait l'énergie dans un inatteignable, et en fait ça prenait le risque de faire casser la lutte, mais en fait c'est en étant de spécifique, occuper les théâtres, revendiquer, etc., qu'en quelques jours, il y a eu l'un des meilleurs accords depuis 15 ans, si je crois. Donc là, c'est quand même, pour moi, ça a été vraiment un moment très très frappant entre Nuit debout et le mouvement des intermittents, et j'espère que ça marchera aussi pour la loi travail. Et enfin, peut-être une chose, donc, bien sûr, la grève générale, je serais très, très pour, mais sur la question du néolibéralisme, qui est une enjeu importante, je suis tout à fait d'accord que l'une des stratégies est de responsabiliser individuellement les individus, et par conséquent, de ce point de vue-là, de dissoudre des systèmes collectifs d'assurance ou des appartenances qu'on peut dire collectives. Mais moi, ce que je visais, c'était pas tellement ça, c'était tout un discours qui arrive, qui voit le néolibéralisme pas tellement comme un système économique, mais comme un gouvernement du monde ou comme une nouvelle rationalité politique qui fonctionnerait à l'individualisation, à la croyance d'être à elle-même son propre fondement, et qui fait qu'on trouve, y compris dans la gauche radicale, une condamnation des mouvements minoritaires, des mouvements féministes, des mouvements pour l'avortement, des mouvements gays, comme étant compatible avec le néolibéralisme ou comme étant produit comme une subjectivation soi comme sujet néolibéral. Et je crois qu'effectivement, c'est un piège, parce que je ne crois pas du tout que le néolibéralisme, effectivement, produise des individus, et même quand il une stratégie d'individualisation, il ne crée pas des individus responsables, il crée des déterminismes de classe de plus en plus puissants, et en fait des vies collectives et collectivement menées sur le mode de l'individualisation, et donc il est beaucoup plus intéressant de penser les choses comme étant du collectif contre l'individuel, encore de ce point de vue-là. Et je dirais, en termes de qu'est-ce que c'est un programme politique pour moi, voilà, je pense que pour moi c'est la question de l'ordre et du désordre. Voilà comme ça que je pense les choses. Je pense que quand nous devons attaquer le système, nous devons penser que ce qu'il y a de problématique dans le monde, c'est l'ordre. C'est l'ordre social, c'est l'ordre économique, c'est l'ordre des appartenances, et que ce dont pourquoi nous devons lutter, c'est plus de désordre, plus de dissidence, plus de pluralité, plus de discordance. Et qu'à l'inverse, un discours conservateur et réactionnaire, c'est un discours qui pense que la modernité c'est le désordre, que la modernité c'est l'atomisation, que le problème c'est la ségrégation, la ségrégation on ne parle pas du tout, que c'est l'atomisation, et que donc il faudrait refaire du collectif, refaire des institutions, refaire de l'ensemble. Ça, je pense que c'est un moment problématique, parce que ça ne permet pas de concrètement voir que la manière dont nous sommes produits aujourd'hui comme sujet, c'est une société très ordonnée que nous vivons et pas du tout désordonnée. Et donc c'est en créant du désordre qu'on arrivera à produire de la subversion. Et je crois vraiment de ce point de vue-là que tous les mouvements qui ont marché au XXe siècle ont été des mouvements fracturants, singuliers. Vous prenez le mouvement gay, vous prenez le mouvement féministe, ça a mis du temps bien sûr, mais le mouvement gay a réussi à avoir le mariage gay après 40 ans, 50 ans de mobilisation sur des revendications spécifiques. Et moi je considère que le mariage gay est une révolution de ce point de vue-là, c'est une transformation des structures symboliques extrêmement puissantes. Je considère que le droit de vote des femmes, l'avortement, la lutte contre la discrimination salariale, la lutte contre le harcèlement sexuel est une révolution également dans l'ordre du genre. Et vous voyez très bien sur la problématique que revendiquer c'est se soumettre. C'est exactement l'inverse. Les femmes qui aujourd'hui prennent la parole dans l'affaire Beaupin, c'est ne pas revendiquer qui était se soumettre. C'est se taire qui était être complice d'un système de harcèlement sexuel organisé dans le système politique. Et c'est prendre la parole, c'est s'affirmer comme un sujet minoritaire et harcelé qui va permettre peut-être de faire bouger un peu les choses et donc de faire un clivage entre à l'intérieur des partis dans l'Assemblée nationale. Et là on a une politique minoritaire, fracturante, qui veut casser un système d'ordre, et c'est en appuyant, en maximisant ce genre d'initiative qu'on pourra faire de la politique, mais que si on vit toutes ces luttes comme étant en permanence devant devenir autre chose, et que la vraie politique ce serait autre chose à attendre, alors en fait on s'empêche de faire ce qu'on peut faire, et donc on se condamne soi-même à de l'impuissance au lieu de se rendre puissant politiquement. Voilà.